permettez-moi d'abord, au nom du bureau et en mon nom, puisque nous sommes le 31 janvier et qu'on peut encore le faire, de vous présenter les meilleurs vœux pour l'année 2015, qui est déjà bien entamée, mais en souhaitant pour vous beaucoup de bonnes choses. Santé d'abord, hein, puisque nous sommes dans le domaine de la santé, c'est quand même prioritaire. Santé d'abord. Beaucoup de joie familiale, des succès sportifs pour ceux qui font du sport, pas Gustave Monet, qui ne fait jamais de sport, il est comme Churchill, quelque chose comme ça, succès culturel, professionnel. Bien, nous avons deux lectures ce matin, dont la première sera donnée par le professeur Didier Cataldo, qui est médecin spécialiste en pneumologie. Il a fait ses études de médecine à l'université de Liège, puis a d'abord commencé sa carrière professionnelle comme assistant en pneumologie au CHU de Liège, puis il a décidé de faire de la recherche. Il a obtenu un mandat d'aspirant du FNRS pour développer des recherches sur le rôle des métalloprotéases, je suppose qu'il va nous parler de cette affaire-là, dans la pathologie asthmatique, et ce au... Ah oui, on peut se fâcher. Voilà. Et ce au sein du laboratoire de biologie des tumeurs et du développement au Chica Cancer, laboratoire qui est dirigé par nos collègues Jean-Michel Fadard et Agnès Noël. Didier Cataldo a développé progressivement une équipe de recherche sur cette thématique. Il a été d'abord obtenu le diplôme de docteur en sciences biomédicales, puis agrégé d'enseignement supérieur. Il a effectué un séjour postdoctoral à l'Institut Pasteur de Lille. Il a été nommé chercheur qualifié du FNRS, et comme beaucoup, dès qu'ils sont nommés chercheurs qualifiés du FNRS, ils s'empressent de postuler une charge académique, et donc il a été nommé chargé de cours, puis professeur à l'Université de Liège en 2009. Il est actuellement responsable d'une partie des enseignements de physiologie et de biochimie dans les différentes sections de l'Université de Liège. Il a publié plus de 60 articles dans des journaux référencés avec de très bons indices bibliométriques. Il a obtenu plusieurs prix, dont le plus prestigieux est le prix InBev Bayenatou pour la recherche clinique en 2011. Didier Cataldo nous propose une lecture intitulée « Rôle des métalloprotéases dans la pathologie pulmonaire allergique ». Didier, je te donne la parole. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs les membres de l'Académie, chers collègues et chers amis, merci de m'avoir donné l'opportunité de faire cette conférence. Alors, lorsqu'on regarde ici à gauche les poumons d'un patient qui présente un emphysème post-tabagique, et ici à droite les bronches d'un patient qui est mort en état de mal asthmatique, où vous voyez les bronches sont infiltrées par énormément de cellules inflammatoires, il y a un épaississement des parois bronchiques et il y a une sécrétion de mucus extrêmement importante. Mais quand on voit tout ça, il n'y a pas de doute sur le fait que des protéases aient été actives à un moment ou l'autre de l'évolution. Voilà le plan de mon exposé et je vais commencer par introduire le domaine des métalloprotéases. Alors, l'histoire des métalloprotéases commence quand Jérôme Gross et Charles Lapierre, qui deviendra par après professeur à l'Université de Liège, s'interrogent sur le mécanisme de la métamorphose du tétard. Alors en fait, en termes de matrice extracellulaire, la métamorphose que subit le tétard est évidemment dramatiquement importante et il y avait là un remodelage très très important de la matrice extracellulaire. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des queues de tétard, qu'ils les ont placées sur des gels de collagène de type 1 et ils se sont aperçus qu'il y avait une zone de lyse sur ces gels de collagène. Et ainsi, ils ont décrit une protéase là, qui nécessitait par ailleurs des ions divalents. Ils avaient utilisé des agents chélateurs. Et ainsi, ils ont décrit la première métalloprotéase que l'on a appelée MMP1. Alors, j'ai retrouvé ce faire-part de naissance dans les archives du professeur Lapierre, aujourd'hui décédé, que vous voyez ici avec sa célèbre grenouille. Alors, au fil des années, la famille des métalloprotéases s'est étoffée et d'autres membres se sont ajoutés avec parfois des caractéristiques différentes. Et donc, par exemple, je vais en reparler, mais vous voyez ici qu'il y a des métalloprotéases qui ont des domaines transmembranaires et qui sont portés par la membrane plasmique.
En fait, quand on parle de métalloprotéase, on parle de protéase à zinc et c'est la famille des métzincines qui correspond dans l'usage courant aux métalloprotéases. Alors dans nos travaux, nous avons surtout étudié les métalloprotéases matricielles ou MMP et la famille des ADAM et des ADAM-TS qui en fait forment une grande famille des ADAMalysines. Alors toutes ces protéases ont des structures en commun, elles ont des similarités structurelles qui sont très importantes. Alors vous voyez ici que le groupe des MMP, des ADAM et des ADAM-TS ont toutes un domaine métalloprotéase où on retrouve le site actif qui comprend l'atome de zinc et elles comprennent aussi un prodomaine et ce prodomaine va maintenir l'enzyme latente, ça va maintenir l'enzyme inactive et je vais revenir sur le mécanisme d'activation dans quelques secondes. Alors en ce qui concerne les métalloprotéases, vous voyez que les structures sont quand même assez complexes. Il y a un domaine de type hémopexine et dans certaines métalloprotéases, un domaine transmembranaire. Donc certaines métalloprotéases matricielles, MMP, peuvent être portées à la membrane. En ce qui concerne les ADAM-protéases, elles sont encore plus complexes. Vous voyez qu'il y a différents domaines, un domaine disintégrine qui va assurer l'interaction avec différents types de protéines, et puis des domaines dont les fonctions sont moins comprises, riches en cystéine et homologues à l'EGF. Et puis, elles ont toutes ces ADAM-protéases un domaine transmembranaire. Donc, quand on parle d'une ADAM-protéase, elle est toujours liée à la membrane. Et en ce qui concerne les ADAM-TS, vous voyez qu'elles le ressemblent un peu, mais elles n'ont pas de domaine transmembranaire, donc elles sont toutes sécrétées et elles ont des répétitions de domaine de thrombospondine A. Alors, toutes ces protéases sont en fait inhibées par 4 TIMP, TIMP veut dire en fait Tissue Inhibitors of Metalloprotease, et ces 4 TIMP vont inhiber les différentes enzymes avec une affinité relative qui est différente. Alors, une des caractéristiques communes marquantes de cette classe de protéines, les métalloprotéases, est leur mode d'activation qui est tout à fait unique. Il y a en fait 3 résidus histidines qui sont très bien conservés au niveau du site actif et qui vont interagir avec l'atome de zinc. En quelque sorte, ils vont porter l'atome de zinc et le faire tenir au niveau de ce site actif. Et vous voyez ici qu'il y a un résidu cystéine au niveau du domaine pro. Et ce résidu cystéine, ce qu'il va faire, c'est que avec un groupement thiol, il va interagir avec l'atome de zinc et il va empêcher son hydratation. Ce qui veut dire que ça va maintenir l'enzyme inactive. Et vous voyez ici que si le domaine pro est clivé ou s'il est dénaturé, déplié, eh bien, cette interaction de la cystéine avec l'atome de zinc disparaît et le domaine catalytique peut devenir actif. Alors, cette diapositive illustre également ce qu'on appelle donc le cystéine switch, au cours duquel la cystéine du domaine pro va cesser d'interagir avec le zinc du site actif et permettre son hydratation et le démarrage de l'activité catalytique. Alors, quand on parle d'ADAM-protéase, on parle de protéase transmembranaire. Et une des fonctions principales des ADAM, c'est en fait de cliver, voilà ici une ADAM, de cliver des substrats qui sont liés à la membrane. Et je vous ai reproduit ici, sur cette animation, l'exemple très typique de l'activation du pro-TNF-alpha. Et ceci, c'est donc le TNF-alpha qui est activé et qui est libéré sous sa forme soluble. Alors maintenant, c'est toujours un petit peu compliqué, mais certaines des ADAM peuvent également être clivées et leur domaine catalytique peut exister sous forme libre et soluble. Alors, quelques mots maintenant de l'origine des métzincines et donc des métalloprotéases. En fait, les métalloprotéases ont pour origine des métalloprotéases bactériennes et par exemple, la métalloprotéase de Bacteroides fragilis, qui a des grandes homologies de structure et de séquence avec la MMP1, est un très bon candidat. Alors, bien sûr, vous savez que pas les métalloprotéases, mais les bactéries sont apparues il y a environ 3,5 milliards d'années et que les cellules eucaryotes sont apparues voici environ 1,8 milliard d'années. Et donc, il est assez probable que les MMP aient évolué pendant une très longue période de temps. Les métzincines, donc les métalloprotéases, comprennent 98 membres chez l'humain, 80 membres chez la souris, et en fait, elles ont évolué par réplication des gènes.
il y a eu une accélération de cette évolution, de cette réplication de gènes au moment de l'embranchement des vertébrés. Et bien sûr, durant toute cette évolution, ces métalloprotéases se sont complexifiées dans leurs fonctions et elles ont acquis chacune des caractéristiques fonctionnelles spécifiques. Alors, quand on sait ça, ce n'est pas du tout étonnant de savoir donc qu'il y a des métalloprotéases dans les bactéries, dans les invertébrés, qu'on en retrouve chez la cellule végétale, et il y en a bien entendu dans les chordés et chez les vertébrés, dont l'humain. Alors à côté de ça, la matrice extracellulaire et les chimiokines sont des molécules qui ont également évolué dès le moment où les animaux sont devenus pluricellulaires et qui se sont organisés dans des systèmes de plus en plus complexes. Et donc, si on considère toute cette évolution, les métalloprotéases, la matrice extracellulaire et les chimiokines ont probablement évolué comme système côte à côte pendant plusieurs centaines de millions d'années. Et donc il est probablement inéluctable qu'il y ait eu des relations très précises, des interactions réciproques entre ces différentes classes de protéines, et je vais essayer de vous en montrer quelques-unes, mais vous verrez que nous sommes au début de la connaissance dans ces domaines-là. Alors cette diapositive vous montre les substrats connus pour les métalloprotéases matricielles, donc les MMP. Et vous voyez que la plupart des substrats décrits, vous ne savez peut-être pas lire, mais je peux me faire confiance, la plupart des substrats décrits sont en fait des substrats de la matrice extracellulaire. Et ceci, en fait, reflète bien une notion qui a prévalu très longtemps, qui était que les métalloprotéases matricielles sont en fait seulement, entre guillemets, des outils que la cellule peut utiliser pour se déplacer dans la matrice extracellulaire, pour pouvoir cliver la matrice devant elle et pour pouvoir avancer et se frayer un chemin. Alors maintenant, on sait que ce n'est pas tout à fait limité à la matrice extracellulaire et que, en fait, les métalloprotéases matricielles ou MMP ont d'autres substrats, dont les chimiokines. Et vous voyez sur ce tableau qu'on a déjà décrit beaucoup de chimiokines qui peuvent être clivées par ces métalloprotéases et selon les cas, ces clivages sont activateurs ou inactivateurs de l'activité de la chimiokine. Et donc ça participe à la régulation des chimiokines. En ce qui concerne les ADAM, qui je vous le rappelle sont membranaires, eh bien là le panel de substrats est beaucoup plus large. Et vous voyez sur ces tableaux que par exemple, il y a beaucoup de chimiokines, de cytokines, de facteurs angiogéniques, de facteurs de croissance, de facteurs d'adhésion qui sont clivés par ces protéases. Et on voit même ici qu'il y a seulement 15% environ des substrats décrits qui correspondent en fait à de la matrice extracellulaire, des composants de la matrice extracellulaire. Alors, j'ai choisi de vous montrer un exemple typique d'un réseau d'interaction réciproque. Vous avez ici un neutrophile qui est dans le torrent circulatoire, et ce neutrophile, eh bien, il va être attiré par du CXCL6. Eh bien, ce CXCL6 va voir son activité augmenter si la MMP8 vient le cliver. En ce qui concerne l'adhésion à l'endothélium, vous voyez qu'ici, il y a une ADAM, l'ADAM 17, qui est présente à la surface du neutrophile. Eh bien, l'ADAM 17 va pouvoir cliver la L-sélectine et empêcher la reconnaissance de la E-sélectine de l'endothélium et ainsi empêcher, en quelque sorte, ou moduler la fixation, l'adhésion de ce neutrophile à l'endothélium. Et une fois que le neutrophile est arrivé au site inflammatoire, il va libérer ces granules, le contenu de ces granules, et dans les granules secondaires du neutrophile, on trouve des très grandes quantités de MMP9. Cette MMP9, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va cliver l'interleukine 8, on en reparlera tout à l'heure, et l'interleukine 8 clivée va en fait multiplier par 10 environ son pouvoir chimiotactique par rapport au neutrophile. Et donc ici, vous avez un très bon exemple où vous avez une modulation de multiples points par les métalloprotéases de processus qui font appel à des chimiokines ou à des facteurs d'adhésion. Alors maintenant, je vais vous dire quelques mots de l'asthme pour introduire la pathologie. Donc l'asthme est un syndrome clinique qui est caractérisé par de la toux, par des oppressions respiratoires et par une obstruction bronchique qui est mesurable quand on réalise une spirométrie, comme ici. Alors cette obstruction bronchique,
elle est généralement variable et elle est au moins partiellement réversible si on traite le patient. Alors, l'asthme est aussi associé à une hyperréactivité bronchique qui pourrait être définie comme une bronchoconstriction exagérée, donc une contraction exagérée des bronches, lorsque les individus sont soumis à différents agents qui sont présents dans la nature, comme l'air froid par exemple, mais au laboratoire d'épreuves fonctionnelles, on peut utiliser l'histamine ou la méthacholine pour le reproduire. Alors, sur le plan du mécanisme, vous savez tous probablement que l'asthme requiert une sensibilisation. Alors cette sensibilisation, elle est représentée ici. Il y a une cellule dendritique qui va processer l'allergène, qui va le prendre en charge, le transformer et le présenter au niveau des cellules T, au niveau des lymphocytes T. Une fois que le lymphocyte T a été activé, il va produire différentes cytokines, dont l'interleukine 5, qui va provoquer le début d'une inflammation à éosinophile, et l'interleukine 4 qui est très très importante et qui va en fait induire la production d'immunoglobulines de type E par les plasmocytes qui sont spécifiques donc de cet allergène. Et c'est ainsi que ces IgE vont se fixer à la surface du mastocyte. Donc à ce stade-ci, on ne voit rien, les bronches sont normales, mais tout est prêt pour la crise d'asthme. Alors, lors d'une rencontre ultérieure avec l'allergène, les mastocytes vont reconnaître cet allergène avec les IgE spécifiques qui sont à leur surface. Ces mastocytes vont dégranuler, c'est-à-dire qu'ils vont sécréter de nombreuses substances, y compris de l'histamine, qui vont provoquer plusieurs effets immédiats. Le premier, c'est une contraction des muscles lisses. Le second, c'est un œdème de la paroi bronchique qui survient immédiatement. Et le troisième, c'est le début d'une inflammation apolynucléaire éosinophile. Ça, c'est la phase immédiate de la crise d'asthme qui se déroule en quelques minutes. Quelques heures plus tard, on assiste à une récidive des symptômes ou à une aggravation des symptômes, et ça, c'est lié à l'accumulation de cellules inflammatoires de type éosinophile au fil du temps. Alors, si on regarde les spirométries répétées qui peuvent être réalisées chez un individu asthmatique après avoir fait inhaler des allergènes, ceci c'est une expérience que nous avions faite, eh bien, vous voyez on voit très bien donc, cette phase précoce avec une bronchoconstriction qui va s'amender en 1 heure environ, et vous voyez que très typiquement, il va y avoir une récidive de la bronchoconstriction après environ 5 à 6 heures. Alors, le problème, c'est que quand on regarde durant toute sa vie un asthmatique, on voit que sa fonction pulmonaire va se dégrader plus rapidement qu'un individu qui n'a pas d'asthme. Et donc voilà ici la décroissance de la fonction pulmonaire chez les asthmatiques en pointillé. Et ceci est un indicateur formel qu'il y a un remodelage important des bronches chez ces patients. Alors voici ici des images qui vous montrent qu'il existe beaucoup d'altération des bronches de ces patients, puisque vous voyez bien que chez l'asthmatique, il y a une zone de fibrose sous-épithéliale, que la couche de muscles lisses est nettement hyperplasiée. Vous voyez aussi qu'il y a plus de cellules à mucus au sein de l'épithélium, et les petites flèches représentent des mastocytes qui sont présents en plus grand nombre dans la paroi bronchique. Alors sur cette photographie, vous voyez très bien l'hypertrophie de la couche musculaire et la zone de fibrose sous-épithéliale que l'on peut suivre. Alors donc ce remodelage aérien est lié à des successions de cycles d'agression des parois bronchiques suivis d'une réparation anormale, et les métalloprotéases sont évidemment de très bons candidats pour participer à ces processus. Alors, nous avons mis en évidence le rôle de nombreuses métalloprotéases dans l'asthme, mais je vais évidemment essayer de vous parler d'un choix de ces métalloprotéases. Et je vais maintenant commencer par vous parler des protéases qui jouent un rôle dans l'installation de l'inflammation. Et on va commencer par la MMP9 que j'aime tout particulièrement parce que dans cette étude, nous étions les premiers à montrer que les protéases, les métalloprotéases, étaient impliquées dans l'asthme. Nous avions utilisé des expectorations induites de patients asthmatiques et nous avons utilisé la technique de zymogramme.
Alors, un zymogramme, c'est en fait un gel que l'on a coulé avec un substrat de l'enzyme. Et les zones que vous voyez ici en blanc, eh bien, ce sont les zones où l'enzyme est présente et a digéré le substrat dans le gel. Et vous voyez que la MMP9 était présente en quantité beaucoup plus importante chez l'asthmatique par rapport au sujet contrôle. Alors, pour aller plus loin, nous avons exposé des asthmatiques sensibilisés à des extraits d'acariens et donc provoqué des crises d'asthme avec une phase précoce et une phase tardive, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et nous avons collecté les expectorations induites 5 heures après l'exposition aux allergènes. Nous avons pu démontrer que la MMP9, les taux de MMP9 étaient nettement élevés après exposition aux allergènes chez les asthmatiques, mais pas chez les individus sains. Et ces taux de MMP9 étaient également corrélés à l'intensité de la bronchoconstriction obtenue. Alors pour aller plus loin, nous avons dû utiliser et mettre au point des modèles murins d'asthme. Et vous voyez ici que les souris sont sensibilisées, puis exposées pendant 7 jours, 50 jours ou 90 jours à des allergènes. Et expérimentalement, nous avons utilisé l'ovalbumine du blanc d'œuf et des extraits d'acariens. Alors, dans ce modèle, nous pouvons montrer que les souris présentent une hyperréactivité bronchique mesurée grâce à cet appareil qui nous permet de ventiler des souris, une inflammation à polynucléaire éosinophile et des modifications structurelles des bronches qui ressemblent à ce que je vous ai décrit il y a quelques minutes chez l'humain asthmatique avec une hyperplasie muqueuse, une accumulation de collagène autour des bronches et une hyperplasie des muscles. Alors, en utilisant ce modèle, nous avons étudié des souris déplétées pour la MMP9 ou KO pour la MMP9, et vous voyez ici que ces souris présentent beaucoup moins d'inflammation autour de leurs bronches que leurs homologues de type sauvage utilisés à titre de contrôle. Nous avons aussi pu montrer que le déficit de MMP9 diminue la migration normale des cellules dendritiques vers la lumière des voies aériennes, où elles collectent en fait les allergènes de façon donc normale et physiologique. Et nous avons pu montrer que dans les souris MMP9-KO, cette population de cellules dendritiques dans la lumière des bronches a nettement diminué. D'autres auteurs ont montré dans ces souris MMP9-KO que la fibrose qu'il y a autour des bronches est également diminuée. Enfin, une autre équipe a utilisé des souris KO pour le TIMP1, et le TIMP1 est l'inhibiteur de la MMP9. Donc en quelque sorte, si vous voulez, on a inhibé l'inhibiteur, et de façon logique, cette équipe a retrouvé une augmentation de l'inflammation, d'une inflammation éosinophile chez ces souris KO pour le TIMP1. Et donc, la MMP9 apparaît clairement comme étant une cible thérapeutique potentielle. Alors pour investiguer cela, nous avons en collaboration avec des pharmaciens, créé une formulation qui comprend de la doxycycline en vue de la faire inhaler. Alors la doxycycline, c'est un antibiotique de la classe des tétracyclines que vous connaissez bien, mais c'est aussi un inhibiteur assez puissant et très sélectif des MMP2 et 9. Et en fait, vous voyez ici que quand on fait inhaler cette doxycycline aux souris, eh bien, il y a une diminution très nette de l'hyperréactivité bronchique, c'est la petite colonne blanche par rapport au contrôle, et que l'inflammation bronchique est également très nettement diminuée. Donc la MMP9 est largement impliquée dans des mécanismes qui mènent à l'inflammation, à l'asthme et au remodelage, mais comment agit-elle ? Eh bien, elle agit probablement en clivant des médiateurs, et nos collègues de la KUL ont montré cela pour l'interleukine 8. Vous voyez ici l'expérience de co-incubation de l'interleukine 8 et de la MMP9, et vous voyez qu'après un certain nombre d'heures, vous obtenez 2 bandes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un clivage par la MMP9 des 6 premiers acides aminés de l'interleukine 8, et ce clivage va en fait activer va augmenter l'activité de cette interleukine 8 et multiplier par 10 sa capacité d'activer les polynucléaires neutrophiles et par 15 son effet chimiotactique. Une autre possibilité est que la MMP9 génère à partir des fibres de collagène des petits peptides que l'on appelle PGP, donc pour proline, glycine, proline,
Et ces petits peptides ont été montrés homologues à une partie active de l'interleukine 8. Et ils favorisent très nettement l'inflammation à polynucléaires neutrophiles lorsqu'on les instille à des animaux d'expérience. Les auteurs de cette publication avaient instillé ces PGP de façon répétée et vous voyez qu'ils ont pu obtenir un emphysème chez ces souris finalement qui est similaire à ce que l'on voit chez les fumeurs. Alors, je vais maintenant vous parler de quelques données qui concernent l'ADAM33 parce que c'est probablement une des protéases les plus connues dans l'asthme et on en a beaucoup parlé il y a quelques années. Alors, l'intérêt de la communauté scientifique pour l'ADAM33 a démarré sur base de cette étude qui montrait que certains polymorphismes dans le gène de l'ADAM33 étaient associés à l'asthme. Alors, l'ADAM33, c'est en fait une protéase qui possède beaucoup de polymorphismes et qui existe aussi sous une forme clivée, soluble, relarguée de la membrane. Alors, vous voyez que l'ADAM33 est exprimé surtout par le muscle lisse, mais également par l'épithélium. Et certains auteurs ont montré que ce marquage épithélial, l'intensité de ce marquage épithélial, était corrélée à la sévérité de l'asthme. Alors, je vous ai dit il y a une minute que cette ADAM33 peut être clivée, donc il y a un fragment de 55 kD soluble qui semble jouer un rôle important dans la pathologie de l'asthme, puisque ces taux sont corrélés à la sévérité de l'asthme et à la sévérité de l'obstruction bronchique. Alors, étant donné que les plus grandes équipes s'étaient ruées sur ce domaine de l'ADAM33, il y avait beaucoup d'avance, et de plus qu'elles se livraient une lutte féroce entre elles, nous avons décidé de ne pas étudier l'ADAM33, mais nous avons étudié l'ADAM8 qui a des caractéristiques très similaires et que nous avions épinglé dans une de nos études comme étant une protéase surexprimée après une semaine d'exposition aux allergènes. Alors, comme je vous l'ai dit, l'ADAM8 a une structure très similaire à l'ADAM33 et elle est capable, comme l'ADAM33, d'exister sous une forme soluble. Vous avez une partie qui va être relarguée. Vous voyez que beaucoup de substrats sont connus pour l'ADAM33, pour l'ADAM8, et qu'elle interagit avec les intégrés. Alors nous avons commencé par mesurer l'expression d'ADAM33 dans les cellules des expectorations induites des asthmatiques, et vous voyez que, en fait, il y avait une augmentation de l'expression de l'ADAM8 dans les cellules des asthmatiques et nous avions également mesuré une augmentation des taux de la forme clivée du CD23 qui est le récepteur à faible affinité pour les IgE. Et le CD23 c'est un des substrats de l'ADAM8, donc non seulement l'ADAM8 est présente en quantité augmentée, mais elle est également plus active dans les bronches des individus asthmatiques. D'autres auteurs ont confirmé nos trouvailles avec des mesures au niveau des parois bronchiques d'asthmatiques et ils ont pu établir que l'intensité du marquage pour l'ADAM8 dans leurs bronches était corrélée à la sévérité de l'asthme. Alors, dans des modèles murins d'asthme, nous avons pu montrer que l'ADAM8 est surexprimé au niveau des ARN messagers et des protéines, et qu'elle est exprimée par les cellules inflammatoires. Alors nous avons utilisé beaucoup de stratégies d'inhibition pour l'ADAM8 et vous voyez ici que quand on traite les souris avec des anticorps monoclonaux pour l'ADAM8, on a obtenu une très nette diminution de l'inflammation eosinophile. Et si vous utilisez des souris ADAM8 KO, donc KO pour l'ADAM8, vous voyez qu'il y a une inflammation eosinophile qui diminue très nettement et que certaines cytokines clés comme la CCL11 ou la CCL22 sont moins importantes et qu'il y avait aussi moins de cellules dendritiques au niveau des souris, au niveau des poumons de ces souris. Et donc en fait, l'ADAM8 semble très importante pour la migration des leucocytes à travers l'endothélium. L'ADAM8 s'active dans les premières étapes et puis elle est importante dans ce qu'on appelle le rolling et l'adhésion ferme, et elle semble aussi jouer un rôle après lorsque la transmigration est effectuée pour libérer en fait la cellule de l'endothélium en clivant les dernières molécules d'adhésion.
Alors, les protéases ont en fait un double visage, et toutes les métalloprotéases ne sont pas pro-inflammatoires, et certaines jouent également un rôle anti-inflammatoire et protecteur. Je vais juste prendre rapidement deux exemples. Le premier, c'est l'ADAMTS12. Alors, pour l'ADAMTS12, eh bien, nous avions l'impression que nous étions sur le même schéma que l'ADAM33. L'ADAMTS12 avait été retrouvé dans un locus de susceptibilité à l'asthme sur le chromosome 5, et deux études montraient que des polymorphismes dans le gène de l'ADAMTS12 étaient associés à l'hyperréactivité bronchique. Et donc, nous avions également pu montrer de façon préliminaire que l'ADAMTS12 est surexprimé quand on expose des souris à deux allergènes, l'ovalbumine et la poussière de maison ou les extraits d'acariens. Et grâce à notre collaboration avec un consortium européen, nous avons généré ces souris KO pour l'ADAMTS12, et à notre grande surprise, ces souris KO ont cette fois présenté une réactivité bronchique qui était beaucoup plus importante que les souris contrôle, et nous avons pu montrer aussi qu'il y avait une inflammation à polynucléaire éosinophile qui était également beaucoup plus importante, quel que soit l'allergène que nous utilisions. Ces souris KO pour l'ADAMTS12, après exposition aux allergènes, présentaient aussi des taux plus élevés d'une série de cytokines clés pour l'asthme, comme le CCL5 orantes, l'IL5 et l'IL13. Et le mécanisme que nous avons pu mettre en évidence pour expliquer la réactivité bronchique est en fait une augmentation de la masse, de la quantité des muscles lisses bronchiques, et une augmentation du nombre de mastocytes dans les parois bronchiques, probablement activées par l'IL33, qui était présente aussi en des taux plus élevés. Juste un mot de la MMP19. La MMP19, nous l'avions retrouvée comme surexprimée dans beaucoup de nos modèles, et nous voulions avoir l'opportunité de vérifier si des animaux KO allaient être intéressants dans l'étude de l'asthme. Et vous voyez ici à nouveau que les souris KO pour la MMP19 présentent une inflammation à éosinophile qui était beaucoup plus importante, et le mécanisme est en fait probablement une accumulation de ténacine, que vous voyez ici, qui est en fait un des substrats de la MMP19 et qui joue un rôle important dans le contrôle de l'inflammation. Alors j'en arrive à mes conclusions. En fait, je crois que vous êtes maintenant tous convaincus que la biologie des métalloprotéases est quelque chose de complexe, avec beaucoup de polymorphisme génétique, avec des modifications post-transcriptionnelles importantes, toute une série de clivages et d'activations. La structure est complexe et il y a beaucoup d'interactions potentielles avec d'autres types de molécules et d'autres familles de molécules. Alors, une série de ces protéases sont des cibles thérapeutiques potentielles. Je vous ai montré l'exemple de la MMP9 et de la DAM8, tandis que d'autres sont en fait à ne pas inhiber. On appelle ça en anglais des anti-targets. J'ai pris l'exemple de l'ADAMTS12 et de la MMP19, mais il y en a d'autres. Et en fait, pour aller plus loin, nous avons besoin encore d'études protéomiques extrêmement sophistiquées et précises qui vont nous permettre de bien comprendre les interactions entre les différents types de protéines et de rechercher de nouveaux substrats, puisque nous ne connaissons évidemment pas tous les substrats de ces protéases. Alors, pour répondre à la question, est-ce que l'inhibition de ces métalloprotéases pourrait servir en thérapeutique? La réponse est certainement oui, mais nous allons devoir utiliser des outils modernes pour obtenir une inhibition extrêmement spécifique de ces enzymes, comme par exemple donc, les anticorps monoclonaux ou des siRNA. Et bien sûr, dans le cas de l'asthme, une administration topique par les voies aériennes, par aérosol, sera probablement à préférer de façon à réduire la toxicité. Donc voilà, j'espère que vous entendrez encore parler souvent et longtemps des métalloprotéases dans l'asthme, et je remercie tous mes collaborateurs et mes sponsors, et je voudrais dire un merci tout particulier au professeur Jean-Michel Fouadard, qui est ici aujourd'hui, qui m'a accueilli dans son laboratoire, alors que j'étais un étudiant en seconde candidature de médecine, un petit peu intéressé par la recherche. Ça fait quelques années. Voilà, merci beaucoup de votre attention.
représentant Didier Cataldo, j'ai quand même oublié de dire le principal, à savoir que depuis le mois de décembre, il est membre associé de notre compagnie. Je m'en excuse. Bien, y a-t-il des commentaires ou des questions? Oui, monsieur. Justement, dans les options thérapeutiques, il y avait un élément qui m'avait frappé lorsque vous parliez. Pour ce qui est des options thérapeutiques, un élément m'avait frappé. Vous parliez des expériences faites sur les souris concernant la MMP9, je pense, et le caractère très inhibiteur de la doxycycline, qui, si j'ai bien compris, était inhalée. Est-ce qu'on a observé chez ces souris une amélioration de la fonction respiratoire après inhalation de la doxycycline? Et si oui, après combien de temps? Et donc la question subsidiaire, évidemment, c'est est-ce qu'une thérapeutique de cet ordre-là est envisageable chez l'humain? Alors c'est une super intéressante question parce que en fait on le fait. Donc les doses qu'on doit utiliser de tétracycline pour inhiber les MMP ne sont pas les doses antibiotiques. Donc on peut se permettre d'utiliser des doses bien moindres et dès lors on ne va pas induire des résistances, etc. Alors il est utilisé pour le moment en fait. On utilise des macrolides. Vous savez probablement que les macrolides ont aussi cette vertu d'inhiber certaines métalloprotéases, et c'est probablement ça qui sous-tend leur effet anti-inflammatoire. Et bien maintenant, nous utilisons en pneumologie des macrolides. On n'utilise pas ça dans l'asthme immédiatement, mais on utilise ça dans les formes très sévères, où on utilise ça en particulier chez les personnes qui ont des bronchiectasies, qui sont très difficiles à traiter. Et donc on utilise cet effet anti-inflammatoire qui est probablement, en partie au moins, lié à une inhibition de la MMP9 et de la MMP9. Et ça s'utilise en voie orale ou en... Alors on l'utilise par voie orale parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. On ne peut pas faire inhaler un médicament qui n'est pas destiné à ça, mais il y a très certainement un intérêt à faire ça et en fait créer des formulations pour l'inhalation. Mais ça ne va pas se faire parce que ce n'est pas brevetable. Donc j'ai essayé de le faire et ce n'est pas brevetable. Et l'étude que vous avez vue sur la doxycycline inhalée, eh bien, nous avons vraiment fait tout ce que nous pouvions pour breveter ça, mais ce n'est pas brevetable. Et donc nous l'avons publié, et donc ça ne viendra jamais sur le marché, puisqu'il faut des centaines de millions d'euros pour arriver à développer ce médicament au niveau des différentes écoles de la clinique, et c'est très peu probable qu'on voit ça sur le marché. Parce qu'il n'y a pas de protection possible. Oui. Si, d'autres questions? Est-ce qu'on pourrait avoir un commentaire de ceux qui sont spécialisés dans le domaine du médicament et les médicaments à développer par rapport à ce que vient de dire Didier Cataldo, à savoir qu'on fait une découverte qui peut être intéressante pour traiter les patients et puis que l'on voit que pour des raisons de protection de la propriété intellectuelle, de brevets, d'argent, pour tout dire, on ne peut pas aller plus loin. Est-ce que Madame Meunier, je crois qu'il est là, il y a M. G qui est là, est-ce que vous pouvez peut-être commenter là-dessus? M. Neve est là aussi. Vous pouvez commenter là-dessus, parce que je trouve que ça, c'est interpellant. Enfin, moi qui ne suis pas du tout dans le domaine de la thérapeutique. Je peux même ajouter quelque chose, M. Bonnivet, qui est en fait que pour l'azithromycine, c'est un macrolide. Et c'est tout à fait évident, quand vous donnez de l'azithromycine à petite dose, donc ce n'est pas non plus la dose antibiotique recommandée à un patient de façon régulière, vous améliorez son état. Mais pour que l'indication puisse être présente, il faut que des études montrent ça. Aucun industriel ne veut payer ces études parce qu'il s'agit d'un médicament qui est qui est out of patent, qui est générique. Voilà. Et donc, en fait, c'est le gouvernement flamand qui a payé ces études. Il y a une étude AZIZAST qui a été organisée par les pneumologues de Gand. Et cette étude AZIZAST a été réalisée en collaboration avec les pharmaciens. Ils ont pu avoir des résultats suffisants pour démontrer un effet de cette azithromycine. Et donc, l'indication risque d'être acceptée au niveau de l'EMA. Et donc, il y a vraiment des choses à changer dans la façon dont on travail, et parfois il faut peut-être que les gouvernements puissent financer certaines études cliniques pour arriver à ce que ce déclic se fasse. Merci. Oui, madame, Oui, ben, tout à fait d'accord. En fait, c'est la même chose pour l'aspirine en prévention de cancer du côlon. Il n'y a personne qui va faire une étude sur l'aspirine. Et la metformine, antidiabétique, glucophage pour le cancer du sein.
où il y a des suspicions d'actions importantes, mais personne ne veut financer ces études, et je rejoins tout à fait votre analyse. C'est au pouvoir public et à ceux qui veulent réduire les coûts des soins de santé d'essayer de faire de larges études académiques internationales sans but lucratif, mais qui auront un impact sur la pratique dans ce qu'on appelle le Changing Practice Trial, faire des études académiques qui vont permettre de gagner des coûts de soins de santé. Ça, c'est deux exemples, mais je suis certaine qu'il y en a beaucoup d'autres. Les statines, par exemple. C'est vrai que c'est un bon thème de réflexion pour notre académie qui pourrait aboutir au dépôt d'une petite note et essayer de la déposer là où on pourrait la déposer. Parce que manifestement, nous sommes quand même là, quelque part, pour faire bénéficier les patients des progrès de la recherche. Bien, d'autres questions, d'autres commentaires, M. Fradard? Je me permettrai de ne pas être d'accord avec ce qui vient d'être dit. Premièrement, les deux exemples qui ont été présentés correspondent à des molécules qui sont déjà organisées pour une vente avec une indication particulière et l'extension d'une autre indication n'est effectivement pas protégée. Et dès lors, je suis tout à fait d'accord avec Mme Meunier que la recherche sur de nouvelles indications dans le domaine, que ce soit des statines, de l'aspirine ou d'autres médicaments, la metformine, dans la même formulation n'a aucun intérêt pour une firme pharmaceutique. Maintenant, il apparaît très bien que la plupart des médicaments en médecine de production, lorsqu'ils sont commercialisés, sont déjà hors brevet. C'est le cas de tous les stéroïdes qui sont sur le marché, dont les brevets ont déjà expiré au moment où les molécules sont mises sur le marché. Toute société qui introduit une formulation originale avec une indication particulière a automatiquement une protection de 10 années en Europe et de 5 années aux États-Unis. Et si on utilise une molécule connue comme une des tétracyclines ou la doxycycline dans une voie d'inhalation avec une pharmacologie particulière et avec une formulation galénique spécifique, bénéficiera de cette protection outre de commercialisation et d'exclusivité d'une décennie, mais en outre des brevets complémentaires de formulation et de voie galénique sont tout à fait obtenables. Donc la situation est complexe, mais il y a encore une recherche possible par l'industrie. C'est un domaine compliqué. Hein, Monsieur Lamy, puis Monsieur Bonnet. Je crois savoir que d'autres agents pro-inflammatoires, comme les leucotriènes, jouent un rôle important dans l'asthme en clinique humaine. Quelle est la place des métalloprotéases par rapport aux leucotriènes en termes d'intensité d'action pro-inflammatoire? On n'a pas, enfin, moi personnellement, je ne connais pas beaucoup de données là-dessus, j'en connais même pas du tout. Donc, je ne saurais pas vous dire. Les leucotriènes sont plus une cause, un mécanisme de base, un mécanisme qui va être, puisqu'ils sont produits par les mastocytes, par exemple, lors de leur activation, et donc ils sont plus dans les facteurs déclenchants de la crise, alors que les métalloprotéases sont peut-être plus en aval au moment des lésions structurelles et des migrations des cellules inflammatoires, etc. Je reviens au commentaire précédent. Dans le domaine de la sclérose en plaques, le diméthylfumarate qui était utilisé depuis très longtemps par les dermatologues dans le psoriasis est maintenant, par voie orale, actif dans la prévention des poussées de sclérose en plaques. Et c'est une molécule qui va devenir en premier niveau dans la sclérose en plaques, dans la forme poussée rémission. Et la firme a pu obtenir un brevet aux États-Unis avec cette nouvelle indication. Et j'avais le souvenir, mais les gens compétents peuvent me corriger, que dans ce domaine-là, le système des brevets aux États-Unis et des brevets en Europe n'est pas le même, parce qu'on peut breveter des indications aux États-Unis, alors qu'en Europe, on peut faire un brevet que sur des molécules. C'est ce que j'avais cru comprendre. Voilà. Bien, merci pour ces commentaires. Y a-t-il encore des questions à M. Cataldo? S'il n'y en a pas, merci encore pour cette remarquable exposé.